Aujourd'hui, aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, on va réagir à la vidéo de l'homme au chapeau, Hermann Günther. Hermann Günther. Le seul, l'unique. Ok, on va commencer parce que la vidéo dure longtemps, je pense qu'on va pas tout regarder. Et donc, la vidéo qu'on va voir, l'homme au chapeau. Ça promet d'être de la grosse merde. Il y a un gars à moi qui m'a fait quelques retours. Ça a l'air d'être exceptionnel comme d'habitude. Une vidéo d'une grande médiocrité, avec zéro profondeur, avec zéro réflexion, avec zéro problématique réellement posée, ou en tout cas sous un paradigme qui est problématique, le paradigme du El Blanco. On va regarder tout ça, on va se faire un petit avis. Allez, on lance ça. Parfois, il est préférable d'être arabe que noir pour faire plus peur que pitié. L'identité afro aux yeux d'une grande partie de la communauté dite blanche, c'est l'identité du miséreux. Donc soit on s'en détache, on s'en fout. Ça a l'air d'être exceptionnel. Ça a l'air d'être exceptionnel. Ouais, soit c'est le paternalisme. Les pauvres, on va les aider. Mais en aucun cas, ni dans un cas ni dans l'autre, il y a une vision égalitaire. C'est que quand on regarde bien, même ceux qui se disent être aussi français, une grande proportion n'ont pas grandi en France. Ils ont grandi en banlieue française. La banlieue française, c'est pas la France. Alors la banlieue française, c'est pas la France. D'accord. Dénoncer, ça sert juste à déconstruire au mieux. Tu construis pas. Tu dénonces les mauvaises actions, mais ça veut pas dire que toi, tu t'armes, comme disait Cheikh Anta Diop, de connaissances jusqu'aux dents, tu t'armes de savoir, tu t'armes d'amour propre, tu t'armes de souveraineté. Donc le temps que tu passes à dénoncer le racisme, c'est le temps que tu ne passes pas à cultiver l'excellence. Oh là là là. Oh là 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 là. Ça s'annonce être exceptionnel. Rien qu'avec cette quote là. Oh là 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 là. En gros les gars, alors, le racisme, tous ceux là, dans la tradition radicale noire, si on reprend le terme de Norman Ajari, qui ont fait le travail pour dénoncer le racisme, tous ceux là, tous ceux qui ont perdu... Non les gars, vous avez perdu du temps. Tous les C.L.R. James, les Du Bois, les Marcus Garvey, les... Je sais pas, il y a des milliards, les Malcolm X, Martin Luther King, Angela Davis, Bell Hooks, on peut même mettre les Bell Hooks dedans, la Nation of Islam, le Black Panther Party, le Parti communiste américain des USA, CPUSA, bon bref. Toute cette linéarité, les Fanon, les Cheikh Anta Diop, les... Oh, les gars, il a dit non, votre travail, c'est de la merde. Il faut oser quand même, faut oser. Je te cache pas que je l'aurais pas sorti comme ça. J'aurais été un peu plus hésitant, quoi, à sortir une take comme ça. Mais bon, c'est l'homme au chapeau, hein. C'est l'homme au chapeau. Ludovic Herman Wanda, juif. Vérité ou intox? Vérité, plus que vérité. Et est-ce que c'est pas paradoxal de dire que on est... Pardon, tous les gens qui s'appellent Valère, c'est problématique. Voilà, take sans fondement, mais voilà, c'est tout. Tous les gens que je connais comme ça, ils sont assimilationnistes, quoi. Africain, défend la cause africaine et être juif. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu entends, toi, par défendre la cause africaine? Ça, c'est du pro-africain, les valeurs africaines, la culture africaine et tout ça. Le truc des rhétoriques de base, qu'est-ce que tu entends quand la question... quand la question est trop dérangeante. Mais définis-moi défendre la culture africaine. Qui va avec et être juif. Alors moi, quand je me réclame d'un panafricanisme, je me réclame d'une renaissance des Africains. Faire renaître les Africains, c'est leur donner accès à leur divinité. Leur divinité, c'est leur rationalité. La rationalité... Bon voilà, déjà, dans l'esprit de l'homme au chapeau, la rationalité passe au-dessus de tout, quoi. C'est ça, son culte à lui, c'est la rationalité. Mais on va l'expliciter un petit peu plus tard, vous en faites pas. N'a absolument aucun lien avec la spiritualité ou la religiosité. Ah, bizarre ça, intéressant terme, je ne m'inscris pas... Ça rejoint un petit peu la fameuse rationalité européenne, occidentale, hein, un petit peu, non, dans la façon de concevoir le truc. C'est bizarre, ça. Un discours identitaire. Certains le font, pas moi. Pour les raisons que tu viens d'évoquer, par exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand tu analyses avec rigueur les différentes religions, que ce soit les religions dites révélées ou les autres, tu t'aperçois qu'elles obéissent aux mêmes principes, aux mêmes valeurs. Donc finalement, se réclamer... Ça, en vrai, il peut y avoir une linéarité entre les religions révélées et même les religions, on va dire, ancestrales africaines. Et il y a même beaucoup de religions, enfin, dans les religions révélées, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises, justement, des cultes, que ce soit de l'Égypte ancienne ou de la région mésopotamienne. Donc clairement, on pourrait trouver une linéarité. Maintenant, c'est pas ça la question. C'est la question du paradigme et tout ça. On va y revenir tout à l'heure, tranquillement. D'une religion révélée et obéir à une mission qui se veut panafricaine, c'est tout sauf contradictoire. À moins d'être un afrocentriste qui essaye de convertir une forme de frustration sociale née d'une accumulation de difficultés personnelles et essayer de la transférer dans un discours qui se veut un discours de rejet au nom d'une certaine ancestralité. Quand on regarde Sankara, quand on regarde Lumumba, quand on regarde Ernest Moumié, quand on regarde les parcours
de Nkrumah, et j'en passe. Mhm. À aucun moment, ils ont porté la charge à l'endroit des dites religions révélées. Mais ils n'ont pas porté la rationalité non plus comme modèle à suivre, enfin comme culte à porter et tout ça. Donc, ouais, tu racontes de la merde, mais c'est pas grave. Et enfin, dernier point, j'invite et j'encourage tout un chacun à obéir à un principe fondamental pour quiconque veut dépasser des souffrances mémorielles ou personnelles, à savoir la résilience. La résilience, Ça aussi, la résilience, voilà. Le mot à la mode. Enfin, à la mode depuis 2015 environ. Dans les milieux libéraux et tout ça, la résilience, voilà, il faut quoi. Il faut être résilient, quoi. Peu importe ce qui se passait, non, l'important c'est la résilience. Non, frérot, non, on va poser les bases. On va discuter de tout ça tranquillement, t'inquiète pas, il y a un passé à discuter aussi. c'est cette capacité à aller de l'avant malgré la chute, qu'elle soit personnelle, une douleur, un traumatisme, une séparation. Mais si tu ne discutes pas justement de ce qui s'est passé, et si tu n'essaies pas de réparer, par exemple le mot réparation, je l'entends pas beaucoup dans ta bouche, c'est un peu chelou, c'est un peu bizarre, c'est un peu là. Le discours en vrai de l'Occident, hein. Il parle pas trop de réparation, il parle de oui, résilience, il parle de choses comme ça et tout, mais il y a des mots comme ça qui... Pourtant toi qui as beaucoup de vocabulaire, toi qui as plus de 400 mots de vocabulaire, il y a des mots que tu prononces pas, frérot. C'est bizarre quand même. Un chômage ou collectif, mémoriel. La mémoire de l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Donc, la seule manière de transcender à quelque chose malheur étant bon, ces souffrances-là, c'est fondamentalement... Bon là, en gros, ce qu'il a dit, c'est les vertus du colonialisme. C'était quoi la phrase de l'autre là? Truc positif du colonialisme. Bon bref, en gros, c'est ça qu'il vient de dire, hein, tout simplement. Au calme, posez là sur sa chaise. C'est ça qu'il vient de dire. obéir au principe de résilience. Et ça passe par ne pas tomber dans le discours identitaire à travers lequel, à titre individuel, je ne vois qu'un discours de l'impuissance, fondamentalement. Qui, aujourd'hui, de façon très sérieuse, peut croire que on va gommer Donc ou encore une retirer... fois, là, il est juste au calme, là, posé tranquillement sur sa chaise avec des lianes et tout en arrière, là, en train de dire tout le travail. Donc, encore une fois, je l'appelle tradition radicale noire, mais c'est une appellation qu'on peut remettre en question. Mais en gros, tout le travail depuis Vatay, comme le dit Norman Ajari, depuis le baron de Vatay jusqu'aujourd'hui, tous les penseurs de la tradition radicale noire, tous les afro-pessimistes, tous les afro-optimistes aussi, et je parle pas de Bollery, comme Fred Moten, tout ce travail qui a été fait donc durant des générations et générations pour parler des problématiques autour de la négrophobie et tout ça, il est en train de dire au calme, non, les gars, ça sert à rien de se plaindre, ce que vous faites, c'est de la perte de temps. Non, il est fort. Herman, il révolutionne le game quand même. Et en ça, je l'apprécie. Et de l'esprit et du cœur de près d'1 milliard d'Africains, la foi dans les religions dites révélées. L'islam et le christianisme, quelles que soient ses déclinaisons, font aujourd'hui partie de l'Afrique. Donc comment pourrait-on, comme cela, retirer ces croyances-là à titre individuel? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui est posée notamment par Don Nascimento, la question des religions révélées et quelle doit être leur place dans, on va dire, un État fédéral africain tel que pensé par Charanta Diop ou réfléchi justement par Don Nascimento ou d'autres personnes comme ça. Et justement, la réponse, elle est pas aussi simple que ça. Clairement, tu peux pas effacer la religion, tu peux pas obliger des gens à se convertir, à se déconvertir ou à se reconvertir à d'autres choses et tout, mais il indique que d'un point de vue cosmologique, cosmogonique, tu ne peux pas non plus penser dans la religion, entre guillemets, d'un autre. Et il y a eu toute la question aussi du syncrétisme, que ce soit pour la religion chrétienne, la religion musulmane, ou même la religion juive et tout. Il y a toutes ces questions qui se posent, mais il y a aussi la question tout simplement de comment ces religions sont arrivées. Est-ce qu'elles ont été imposées par la force? Est-ce qu'elles ont été imposées pour faciliter le commerce? Est-ce qu'elles ont été des religions d'assimilation? Toutes ces questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Il y a des auteurs qui ont travaillé là-dessus, mais à chaque fois, je sais pas, ça me paraît un petit peu bancal. Mais en tout cas, c'est des questions qu'il va falloir vraiment adresser. Et je vous dis, Don Nascimento a fait, je crois qu'on avait fait un react, je sais plus si on avait fait un react, mais il a invité justement différents membres des imams, des prêtres, enfin bref, dans tous les cultes, dans toutes les religions révélées, pour en discuter de cette question et pour justement poser les bases de ce que serait l'État fédéral africain et comment on pourrait conjuguer à partir des différentes religions et la place que devraient occuper les religions, on va dire pré-religions révélées, donc les religions traditionnelles africaines, dans cet état-là. C'est de vraies discussions qui sont en cours et tout, et je pense, encore une fois, Herman réfléchit à ces questions un petit peu rapidement, alors qu'il y a des vrais chercheurs, penseurs,
érudits qui planchent là-dessus depuis un petit moment, donc il ferait bien de lire un petit peu ce qui se passe là-dessus. Je vous invite à lire d'ailleurs, comment ça s'appelle, La modernité africaine de Do Nascimento, José Do Nascimento. Il parle français, hein, vous en faites pas. Il y a quelques vidéos qui discutent de ce point-là aussi, donc vous pouvez trouver ça sur YouTube. Individuel, je n'y crois pas. J'attends que celles et ceux qui s'en sont donnés pour mission d'atteindre cet objectif démontrent avec une feuille de route cette faisabilité. Pour l'heure, je les vois, hélas, comme des idéalistes qui veulent plier, soumettre la réalité. Tandis que moi, je suis tout au contraire un idéaliste, mais qui plie son idéal à la réalité. Oui, sur l'idéologie blanche. On va y revenir encore une fois, mais clairement c'est ce qu'il fait quoi. Lui, sa rationalité, son idéal, tout tourne autour de la rationalité blanche, de l'Occident tout simplement quoi. Il est sous couvert de développement de l'Afrique, de non-identitarisme, enfin bref, il va couvrir ça sous des mots et tout, mais vous allez comprendre un petit peu sa logique et qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Le pragmatisme m'anime. Tout à l'heure, tu as Voilà, parlé le de frustration. pragmatisme, voilà, tous les trucs de blanc quoi. Tous les arguments que les blancs ont sortis à travers l'histoire, rationalité, pragmatisme, universalisme, bref, toutes ces conneries là. En gros, il reprend exactement le même discours. Et lui se dit érudit. Hein. Et lui, c'est la black excellence. Hein. Sachez-le, c'est la black excellence. Qu'est-ce que moi je veux comprendre? Tu estimes que ceux qui défendent le fait que les Africains doivent revenir à leur, entre guillemets, leur ancestralité, ce sont des frustrés? Alors, très bonne question. Pour comprendre, pour essayer d'avoir une grille de lecture pertinente et utile sur la réalité actuelle, il est fondamental d'avoir un regard psychologique. Le monde aujourd'hui ne peut plus être compris uniquement sous l'angle économique, sous l'angle historique, sous l'angle même géopolitique. Derrière toutes ces couches de réalité, eh bien, se cache la réalité la plus fondamentale et qu'on découvre chaque jour un peu plus, tant elle vient tout juste à l'échelle de l'histoire d'être investie par des chercheurs, la réalité psychologique, certains diront même neuropsychologique. Dans cette réalité... Ça, c'est le taf de... Franco parle beaucoup de ça, donc je me demande si c'est pas un petit peu inspiré du taf de Franco ces derniers temps-là, depuis ces 2-3 ans. Neuropsychologique, c'est neurocolonisation, tout ça, il parle beaucoup de ça, donc peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il a été influencé aussi par ce taf. Après, ça a été travaillé auparavant par des gens comme Fanon et tout ça, donc voilà, ça vient pas de Franco le lire, mais en tout cas, c'est intéressant qu'il aborde ce point de vue, et justement, dans tous les gens qui abordent ces questions-là, parlent du racisme, hein. Donc frérot, je sais pas d'où tu tiens tes sources, je sais pas d'où tu tiens ta résilience et tout, mais Fanon par exemple, il parlait pas de résilience. Je sais pas d'où tu tiens ton truc, ta version du bail. Psychologique, on constate que finalement le monde se divise en deux catégories. Celles et ceux... Bon, c'est un western maintenant. Ok, on aime. Ceux qui creusent. Qui sont portés par un état d'esprit positif, conquérant, certains diront dominant, d'un côté, et de l'autre, celles et ceux qui sont animés par un état d'esprit pessimiste, négatif. Ok, donc là, on va poser le truc directement. Donc dans la tradition radicale noire, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais justement, il y a ces deux courants qui s'affrontent, enfin qui s'affrontent pas justement, qui se complémentent. Et c'est très important, parce que les deux visions, en fait, apportent des paradigmes, des réflexions, des théories qui sont ultra intéressantes et importantes pour le développement, pour la création, par exemple, d'un futur État fédéral, ou même la compréhension de la problématique de la négrophobie ou des choses comme ça. Donc d'un côté, vous avez les afro-pessimistes, qui sont donc Cédric Robinson, qui ferait plutôt, je pense, partie des afro-pessimistes. Je pense qu'on pourrait le classer sur l'auteur de Black Marxism. Il y a Frank Wilderson, bien sûr, théoricien de l'afro-pessimiste. Il y a Saadia Hartman, en afro-optimiste. Vous allez retrouver Fred Moten, qui parle beaucoup de les undercommons et tout, qui a écrit un livre sur les undercommons et tout, donc qui serait plutôt une forme de marronnage et tout, mais les deux sont très complémentaires, et les deux s'alimentent en fait, et les deux s'enrichissent justement à travers des réflexions plutôt justement d'un côté. Et l'afro-pessimisme, c'est pas être négatif en fait, faut pas le prendre, ça Norman l'explique très bien et tout, c'est en fait l'impossibilité pour les noirs de se projeter dans ce monde de blanc en fait, c'est juste ça que ça veut dire, ça veut pas dire qu'ils sont pessimistes, qu'ils n'ont pas envie de vivre une belle vie et tout. Non, ça veut dire que dans ce monde, tel qu'il est fait, c'est une sorte de politique de l'inhabitable, comme il l'appelle aussi. Ça veut dire que dans ce monde, il n'y a pas de place pour nous, en fait. Il n'y a pas de place pour les afros, en fait. Et c'est juste ça, l'afro-pessimisme. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils sont négatifs. Là, en fait, il fait des raccourcis de merde, il connaît rien du tout. Et c'est là où c'est relou, en fait. Ces gens-là, on leur donne des tribunes, il a une émission... Là, l'intervieweur, il pose des questions. Enfin, je le connais pas, en vrai, j'ai pas envie de le juger encore.
On n'est qu'à 7 minutes, mais ça m'énerve déjà. Ouais, il y a vraiment des problématiques qui sont très importantes, qui sont pas soulevées, enfin qui sont pas abordées et tout ça. Et encore une fois, on donne du crédit à ces gens-là qui ne connaissent absolument rien de l'histoire noire, de la tradition radicale noire. Encore une fois, bon, ça c'est... Elle est appelée comme ça, mais on pourrait donner d'autres noms et tout. Mais voilà, c'est vraiment problématique, quoi. On continue. Oh là, mais sorry. Certains diront même dominé. Et il se trouve que ce qui caractérise la deuxième catégorie, donc le mindset. Voilà, bref, en gros, voilà, vision libérale. Ce qui définit ce gars-là, c'est une vision libérale, occidentale, rationaliste, universaliste. C'est un blanc, en fait. C'est un blanc. Là, sous couvert de tout ce tintouin, ce chapeau, il y a un blanc. Là, c'est ce en quoi c'est dommageable. C'est notamment la frustration. Ce décalage qui existe entre ce que l'on veut obtenir du réel et ce que l'on obtient, et qui donne lieu à un sentiment d'impuissance. En gros, il est en mode développement personnel. Lui, c'est en gros, si tu veux, tu peux. C'est ça, sa doctrine à lui, si tu veux, tu peux. C'est vraiment un putain de libéral mental. C'est très très grave. Bref, continuons. Et hélas, c'est une triste réalité qui touche bon nombre d'afros. Ayant grandi, pour beaucoup d'entre nous, que ce soit en banlieue HLM ou sur le continent, on a été écrasés par des difficultés économiques qui nous ont très vite exposés à cette frustration, mais pas uniquement une frustration d'ordre matériel, je m'empresse de le préciser. On n'a pas simplement fait du lèche-vitrine aux Galeries Lafayette en voyant des articles dont l'industrie du marketing via les publicités mettait en avant et qu'on ne pouvait pas se saisir, y compris à Noël. Comme diraient certains, le Père Noël ne rime pas avec HLM. C'est pas uniquement cette frustration matérielle. La première des frustrations, et la plus déterminante et qui finalement renvoie à ta question, c'est la frustration identitaire, mais au sens de l'amour-propre. La France, tout particulièrement, a fondé sa fierté sur un complexe de supériorité dit racial. Depuis au moins 2 siècles. Bah, c'est pas que la France, hein. 2 siècles. Revois un peu tes dates, frérot. C'est pas depuis 2 siècles, hein. C'est l'Occident déjà, c'est pas la France. L'Occident. L'Europe, on va dire. Au moins l'Europe et après l'Occident. Mais 2 siècles, non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Depuis Gobineau, 1852-53, essai sur les inégalités des races. S'en est suivi le discours de Jules Ferry sur la mission civilisatrice. 1931, l'exposition coloniale à Paris. Michel Leb, avec ses sketchs sur les narines des afros. Donc lui, pour lui, ça a commencé... C'est un ouf. C'est problématique ce qu'il dit là. C'est extrêmement problématique. C'est quoi cette date 2 siècles? Je comprends pas. Attendez, je fais une petite vérification. C'est un continuum historique psychologique qui permet à n'importe quel dit français de souche de se croire supérieur uniquement en raison de sa couleur de peau. Alors que, dans les faits, ce que l'on appelle le génie français, c'est le résultat d'actions d'une ultra-minorité, celle qui faisait partie de l'élite. Attendez, on va regarder un petit truc vite fait. Alors lui, il a dit 2 siècles. On va juste vérifier un truc. Petit fact-checking. Alors, le code noir. Pourquoi c'est en blanc comme ça? Alors, le code noir, ou édite servant de règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice, police, discipline et le commerce des esclaves nègres dans la province et la colonie de Louisiane. 1685? Attends, mais il a pas dit 1800 et... Je comprends pas. Il a dit 2 siècles. Et vous voyez en quoi c'est extrêmement dangereux, des gens comme ça qui ne connaissent absolument rien, encore une fois, à l'histoire. À l'histoire, tout simplement, quoi. Et qui se basent sur des dates, je sais même pas quelle est la date qu'il a sortie. Et encore une fois, ne pas connaître l'histoire, la tradition radicale noire, la tradition noire, on va dire comme ça, pour pas mettre trop de mots qui font peur. Mais vous voyez en quoi c'est extrêmement problématique. Et d'avoir une lecture, encore une fois, libertarienne de l'histoire, de la vie, du monde, en quoi ça fait raconter que de la merde. Franchement, c'en est vraiment dangereux, quoi. C'est ça qui est... À la limite, si c'était juste un tribun et tout, ok. Mais là, encore une fois, il se pose en érudit, en sachant. Et il y a des gens qui l'écoutent dans ce truc-là. C'est problématique. Problématique. Élite. Quand on pense aux grandes réalisations françaises, D'ailleurs, procès de Franco, je crois que ça va pas tarder. Je crois que c'est début mai, là, l'appel. de Versailles, en passant par le Louvre, des œuvres de Molière, en passant par celle de Proust, c'est une élite lettrée. C'est ce que j'appelle l'aristocratie des lettres. Et Victor Hugo, par exemple, dans tout ça, où tu le places? Parce que c'est un lettré, je crois, mais je crois qu'il a dit des dingueries aussi sur les Noirs. D'ailleurs, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul. Il y a beaucoup de sachants, d'érudits, de lettrés, de tout ce que tu veux, européens, qui ont écrit des saloperies sur les Noirs. Alors comment tu fais ton choix, frérot? Comment ça se passe dans ces cas-là? Le dilemme, là, dans ton crâne. Alors, continue. Le peuple, qui lui n'a aucun mérite sur ce terrain-là, a pu s'approprier ces réussites-là par identification raciale, grâce à ces récits. Gobineau,
Donc quand il quand il parle de récits, il y a beaucoup de récits aussi d'aventuriers blancs qui allaient justement en Afrique pour découvrir le monde, un petit peu d'exotisme et tout ça. Bon, ils faisaient des dingueries et tout. Et ça, c'est ce qui a alimenté aussi tout l'imaginaire européen, l'imaginaire occidental dans sa globalité et tout. Ce qui a produit après les films comme Tarzan et tout ça. Bref, je vous refais pas l'histoire, mais voilà quoi. Voilà sur quoi s'est fondé aussi l'imaginaire européen, dont il se dit, il se réclame. Enfin, non, il se réclame pas. Il dit, voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà ce qu'il faudrait faire, voilà pourquoi ils sont fiers. Il est complètement schizophrène ce mec. Il est complètement zinzin. Mais on avait déjà discuté en vrai. On avait déjà discuté de la partie schizophrène. Et là, pour de vrai, c'est problématique parce qu'il a un vrai problème d'identité ce gars-là. On a fait son origin story back in the days. Et quand on voit encore une fois son parcours. Et là, là vraiment, c'est même pas pour rigoler ou pour le descendre ou un truc comme ça. Je pense vraiment qu'il a un problème identitaire. Et du coup, c'est problématique après dans sa vie. Et ça se ressent dans son discours. Mais bon, continuons. Ferry, et aujourd'hui à la télévision. Maintenant, la conséquence négative sur nous, c'est que ces récits ont eu besoin d'un contre-récit. Il n'y a pas de beauté sans l'image de la laideur. Oui, c'est forcément. D'accord ? Oui. C'est la dualité, j'allais dire, existentielle même de la narration, du narrative. Pour comprendre ce que je dis, qui peut paraître un peu technique, il faut avoir en tête le tableau de Claude Monet, l'Olympia, Oui. où est représentée une femme, en tout cas d'une certaine candeur, allongée, et qui incarne la beauté. Oui. Et à côté de cette femme, dans un coin du tableau, une servante est assise, Écarlate. enfin debout et se trouve à ses côtés, et il s'agit d'une afro. Oui. D'accord ? C'est-à-dire que la construction de la positivité, de la beauté et de la supériorité intellectuelle du dit blanc français a eu besoin d'un marchepied, d'un faire-valoir, et pour cela, on a utilisé l'afro. Oui. D'accord ? Oui. Et la conséquence sur nous, c'est qu'on a finalement, faute de bénéficier d'une élite qui aurait pu, comme pour reprendre l'exemple des Juifs, faire contre-attaquer en construisant un récit tout aussi glorieux, eh bien, on a fini par intérioriser ce récit. En gros, c'est un processus comme ça. On n'avait pas les élites. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle on n'avait pas les élites. La colonisation, l'esclavagisme, ça te dit quelque chose, Herman ? C'est quand tu détruis des peuples entiers, quand tu déstabilises, quand tu enlèves la culture, les traditions, les rites, les objets de culte, les choses comme ça, pour des centaines et des dizaines de royaumes et tout ça, peut-être que ça empêche d'avoir des élites et des érudits justement qui se battent contre ce genre de trucs. Tu penses pas ? Non mais vrai, c'est catastrophique sa lecture de l'histoire. Putain, mais elle est. Par contre, pour le côté opposition. Ça, Norman, il en parle pas mal. Bon, Fanon en parlait déjà, de toute façon, dans Pandore, Masque Blanc et tout. Le noir se construit en miroir, enfin, le blanc se construit en miroir par rapport au blanc et inversement aussi. Donc, bon, là, il a rien inventé, il raconte, enfin, ouais, il fait à sa sauce, mais érudit de merde. Voilà, il a rien inventé. Et surtout, ce que dit Norman, c'est un truc de ouf. Je trouvais ça, je sais plus dans quelle. Je crois que c'est dans une conférence un peu sombre qu'on peut trouver sur YouTube et tout. Ce qu'il raconte, c'est que si demain, genre le noir n'est plus la valeur refuge, enfin la valeur oppositionnelle du blanc, en fait ça va créer une syncope. Le blanc il saura plus quoi faire en fait, il aura plus de valeur refuge, il aura plus d'opposition, vous comprenez le bail et tout, et il dit que ça peut créer des dingueries en fait, ça sera peut-être pire encore que ce qui existe aujourd'hui. Et j'ai trouvé la réflexion assez intéressante. Bref, continuons. C'est la naissance du complexe d'infériorité. Oui. D'accord ? Oui. Donc quand on mêle tout cela, on réalise que cette frustration que tu évoquais, cette frustration identitaire, c'est tout simplement, tu allumes ta télévision, on te montre dans les séries comme Kaamelott ou des différents films, tous les modèles de fierté incarnés par des métiers, avocats, juges, médecins, architectes, policiers, et j'en passe, de série en série, de film en film. Et les seuls moments où tu aperçois un afro, dans ce cadre-là, c'est en règle générale. 2000, années 2000, réflexion des années 2000, ça. C'est nul, vas-y, enchaîne. Dans des rôles infériorisants. Ouais, okay. Comme l'a souligné de façon ironique. Encore une fois, les politiques de représentation et tout ça, c'est pareil, c'est des années 2000, c'est SOS racisme, enfin bref, c'est cette période-là et tout. On n'en est plus là depuis bien longtemps. La problématique, c'est pas la représentativité, même si ça peut rentrer en ligne de compte. Mais aujourd'hui, c'est des politiques de pouvoir qu'il faut. The power! Jean-Pascal Zadi, dans son film Un bijou, même si c'était sous le prisme de l'humour, tout simplement noir, et en particulier la scène où... Tout simplement noir, en vrai, il y a des qualités, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. De dire, c'est un bijou, ça en dit long sur... ça en dit long sur ce gars-là, la pensée de ce gars-là, quoi.
Et encore une fois, il y a tout simplement noir. Peut y avoir des choses intéressantes. Il y a une critique qui peut être faite, notamment des productions noires au cinéma et tout ça, qui peut être intéressante. Et même, il est plutôt marrant dans l'ensemble et tout. Mais, putain, un bijou, il a dit. Voilà. Continuons. Lui, il incarne dedans le rôle principal, il se rend à un casting, il est accueilli par Mathieu Kassovitz, le réalisateur, dans ce cadre, et qui le réduit à, justement, entre guillemets, un rôle de noir de banlieue. Ouais, mais ça, encore une fois, dans les années 90, 2000, jusqu'à 2000, ok, cette critique-là, elle était fondée. En vrai, c'était un passage, on va dire, pas obligatoire, mais il fallait passer par là pour dénoncer certaines choses et tout. Là, on est en 2025. 2000 putain de 25. Et ça, c'est ta référence, et c'est sur ça que tu te bases pour établir un discours critique. On souffle fort. Ou noir d'Afrique. Donc ghetto ou, entre guillemets, blédard. Ouais. Donc cette réduction de l'afro à des domaines infériorisants, quand en soi on est animé par un feu qui ne trouve pas encore réellement d'expression très concrète, ça génère malgré tout une frustration. Oui. Cette frustration, je ne suis pas le premier à l'avoir identifiée, je te doute bien. Certains aînés, je pense tout particulièrement à un artiste de premier plan qui manie la langue de Molière comme Ronaldinho maniait le ballon, en tout cas dans son écriture poétique, Oxmo Puccino, Ok. dans son album Immortel, Opéra Ouais, les références, c'est vraiment un blanc mental. Bon, vas-y, enchaîne. Puccino. Ouais. Il consacre un titre. Oxmo très fort. Oxmo, ouais, surtout dans sa primeur, dans sa prime jeunesse. Ouais, il écrivait des textes très lourds. Hein. Mais voilà, quoi. Aujourd'hui, on sait très bien qui écoute Oxmo Puccino, quoi. Ouais. C'est plus. Après, il va nous citer du Abdel Malik, les mecs comme ça. On a capté. Une confession où il verse ses états d'âme et où il raconte la réalité de la banlieue, en tout cas selon lui, et je partage sa vision. Et il vient le moment où il explique que lui, il avait voulu qu'on l'oriente scolairement dans des filières comme les lettres modernes, des filières académiques, l'université, et on lui propose, en guise de réponse, le BEP chaudronnerie. Oui. Il a cette réponse, mais chaudronnerie, qu'est-ce que je vais faire avec un chaudron? Après, on lui dit, bon, bah, dans ce cas, BEP chaussures. Il allonge le chaussure pour marquer le ridicule. Il lui répond, attends, les gens, est-ce qu'ils m'ont attendu pour marcher, moi? BEP chaussures. Donc c'est cette frustration qui, vraiment, s'invite dans le cœur de quantité de jeunes et qui ensuite les incite, c'est pas la seule explication, mais une grande partie, mais finalement à tourner le dos. Alors, à leur seule planche de salut, l'école. Ok, ouais. Parce qu'ils n'ont pas tous vocation à devenir des Mbappé, des rappeurs. C'est un problème structurel, c'est ça que t'es en train de dire, frérot. Lui, il va le tourner en mode individuel. Hein. Mais donc, on est d'accord que c'est un problème structurel. Ok, vas-y, enchaîne. Des chefs d'entreprise sans diplôme. Oui, mais j'aimerais voir la relation avec. Parce que je sais pas si je vois pas la relation avec entre l'école Oui. et le fait que tu sois un pro afro et que tu sois juif. Ah, alors, Moi, je vois. Valère, excuse-moi, je t'ai taclé sur ton prénom, mais vas-y, ta question elle est bonne. Je vois le lien du coup. alors, il n'y a pas de lien entre ma judéité Oui. et mon panafricanisme. Le Encore mec, que. il est parti en mode discours là. Logos. Il était en mode logos. Le logociteur. Je l'appelais comme ça, le logociteur maintenant. Et venir. Moi, je pensais qu'on était sur la question de la frustration. Oui, justement, la frustration. Est-ce que tu aurais voulu dire que ceux justement qui estiment que c'est paradoxal d'être un afro et de défendre la culture afro J'y viens, et d'être juif? J'ai compris. Ouais. Autant pour moi. Alors, donc il y a la frustration scolaire. Oui. D'abord, d'accord? Tu On ne part sur ça, mais non. tu ne parviens pas à devenir ce que tu dois être. Au fond de toi, c'est la fameuse phrase de Tony Montana, Ouais. mes mains sont dans la merde alors qu'elles valent de l'or. Ouais. Donc ça crée un décalage, frustration sociale. Ensuite, à travers un documentaire, un récit d'un grand frère, tu découvres l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ouais. Donc là, tu commences à trouver dans ta frustration sociale une explication historique. Oui. D'accord? Donc finalement, cette frustration sociale commence à prendre des aspects d'un ressentiment. Ouais. Et se cristallise par un rejet identitaire. Ouais. C'est finalement, si je ne parviens pas à m'émanciper, à devenir ce que je dois être académiquement, c'est parce que tout était programmé. Ouais. En raison de ma couleur de peau, preuve en est, l'esclavage, la problème colonisation. structurel. Donc partant de là, je vais m'inscrire en faux. En tout cas, je vais rejeter ceux qui me rejettent. C'est ce qu'on appelle. Intéressant, moi j'aime bien. Ouais. Une marronnage, une forme de marronnage qui se présente ici. J'aime bien, j'aime. Le repli sur soi. Oui. Repli sur soi communautaire. Et dans ce repli sur soi, Non, pourquoi certains repli sur soi aînés Pourquoi forcément repli sur soi sont venus capitaliser ce ressentiment et le mettre au service du panafricanisme. On en revient à l'être et ne pas être. En définitive, là où les Français se sont C'est quoi sa construits... définition de l'être et ne pas être? En tout cas, c'est pas celle de Fanon. Hein. C'est pas celle de Fanon, c'est pas celle de Grossfogel, j'ai l'impression. Je sais pas de quoi il parle, le frérot. On souffle toujours aussi L'idée fort. de Hein. être français et blanc, c'est ne pas être noir. Et on le voit aujourd'hui avec les tensions aux Antilles, c'est la même histoire. Hein Eh bien, certains afros se sont finalement retrouvés dans cette narration inversée. Être afro, c'est ne pas être... D'abord, c'est ne pas être français. Ensuite, c'est ne pas être tout ce qui, de près ou de loin, se rattache à l'occidentalité. Et dans ce près ou de loin, on retrouve des mots comme paradigme, comme aliénation. Ouais. Et c'est là où le rejet des dites religions révélées
intervient. Mais toi, tu dis en amont que ils ont été rejetés. Non, justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Écoutez, relire Don Nascimento, hein, moi je le répète, hein, mais il pose vraiment les questions de manière très très basée, de manière très très intelligente justement. Et vouloir rejeter le truc en mode non, toutes les religions ont leur place et il faut absolument pas poser les questions. Non, 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 il faut poser des questions. Il faut poser des questions, encore une fois, de comment ces religions sont arrivées. Quel est leur poids, quel est leur impact aujourd'hui en Afrique et quelles sont les idéologies justement de différents pays et quelles sont les les influences, les ingérences, voilà, les ingérences de certains pays aussi par rapport à certaines religions et tout. On voit par exemple l'influence d'Arabie Saoudite dans tout un tas de pays et tout ça. On voit l'influence aussi de tous les mouvements, j'allais dire néo-réactionnaires, mais c'est un peu dur de le dire comme ça. Mais en tout cas évangélistes en Afrique et tout ça, qui sont extrêmement problématiques. Et d'ailleurs, il y avait une très bonne vidéo de Arte qui parlait de ces problématiques-là, donc je vous invite à aller la voir sur les mouvements évangélistes. En tout cas, ouais, il y a toutes ces questions-là aussi qu'il faut poser, quoi, parce qu'il y a une vraie guerre aussi par rapport à la religion, des ingérences et tout en Afrique, enfin dans le monde entier encore une fois, mais en Afrique tout particulièrement, pour essayer de dominer le peuple à travers la religion. Et c'est ce qui était déjà le cas par rapport à la colonisation et tout, les missionnaires européens qui venaient et tout, et justement avant ça, même les missionnaires arabes, les convertisseurs arabes, qui ont justement fait pas trop mal le taf, hein, puisque voilà quoi. Aujourd'hui, l'Afrique est très, très cosmopolite. Donc non, c'est des vraies questions qu'il faut se poser en vrai. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que tu veux éradiquer les religions révélées. Mais il faut quand même réfléchir à quel est leur impact, quel est leur poids, quelles sont leurs influences et tout ça. Donc non, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Il n'y a personne qui rejette ça. Du coup, ils rejettent. Oui. C'est normal. Alors, je ne dis pas que c'est anormal, Oui. le processus. Je dis simplement, où mène-t-il? Moi, quand j'ai parlé de frustration, c'était pas une insulte, c'était un constat. Ok. Moi, si je ne suis pas animé par cette frustration, c'est pas parce que je suis meilleur que, pas du tout. Parce que tu es blanc. C'est parce que tu es blanc, tout simplement. Individuellement, Ouais. j'ai eu la chance de ne pas subir cette réorientation scolaire forcée. Est-ce que ça serait pas une aliénation? De ne pas subir cette... Eh Valère, excuse-moi. Frérot, je t'aime. Frérot, Valère, j'aime ce prénom dorénavant. Si j'ai un fils, je l'appellerai Valère. Entre autres, en ce sens où Ouais. être un Africain, oui, ok, qui défend la cause afro, mais qui, lorsqu'il s'agit d'un truc aussi sensible que... après, on me dira, c'est pareil, le christianisme et tout, on me dira ça, mais l'histoire fait que... Donc, on se rend compte que, toi, dans ta démarche, je parle de toi parce que c'est ton cas, mais c'est toi qui as eu la démarche d'aller vers le judaïsme. Alors, j'ai eu à l'expliquer, bon, dommage que tu... Bon, peut-être ça viendra, eu le temps de me lire. Ça fait 3 fois qu'il lui pose la question, hein, quand même. Ça fait 3 fois qu'il bégaye. L'homme qui a un vocabulaire étendu et qui est censé comprendre le logos et qui s'exprime parfaitement bien et tout ce que tu veux. Mais couille! Il veut pas répondre à cette question, c'est bizarre. Ce n'est pas moi qui étais vers le judaïsme, c'est le judaïsme qui a été vers lui. Bon, dans ces cas-là, ouais, c'est bon, hein. vers moi. Comment ça s'est passé? C'est comme je l'avais expliqué, mais je vais te donner une réponse. Oui, mais il te pose la question depuis une En fait, c'est un demi-heure, et parcours. lui, il ne sait pas, donc il te pose la question, réponds à la question, tout simplement. Fait de signes, de rencontres, et d'une révélation personnelle, comme d'autres avec l'islam, comme d'autres avec le christianisme. Moi, initialement, Et c'est quoi le milieu que tu fréquentais Comment ça s'est passé? Explique-nous. En vrai, il avait déjà expliqué dans une... Mais ça en dit long sur son milieu social, en vrai. Ça en dit long sur sa sociologie, sur son milieu social, sur sa CSP. C'est très, très intéressant, justement, ce cas-là. que par l'athéisme, pour ne pas dire par le nihilisme nietzschéen. D'accord. Au détour, suite à un traumatisme, après avoir été témoin d'une agression qui s'est soldée par le néant, j'en étais venu à basculer dans l'idée selon laquelle règne la justice obéit à la loi du talion. Ou tu es un loup ou tu es un mouton. Ouais. J'ai décidé d'être un loup. Et vraiment, c'est... toutes ces citations, toutes ces références nietzschéennes, nanana, la loi du talion, nanana, nanana. Bon, la loi du talion, c'est pas forcément le cas, mais bon. Mais bref, toutes ces références, toute sa pensée, toute sa psyché est imprégnée au plus profond de la pensée blanche. C'est problématique. Vraiment, c'est problématique. C'est comme ça que je me suis transformé en hot dog à la française, pour reprendre la référence à Menace to Society. Mon quotidien était rythmé par les agressions, par le racket, par l'ultra-violence. Jusqu'au jour où une succession de coups durs me tombe dessus, je constate qu'il doit bien y avoir une autorité supérieure, donc là je commence à me rapprocher de Dieu, et chemin faisant, c'est le judaïsme, à travers des rencontres, à travers des signes forts, que quand je suis en prison à Fleury-Mérogis, la seule cellule dans laquelle je me retrouve, c'est un juif. Il m'arrivait énormément de signes qui sont alignés, qui m'ont permis, en tout cas moi, d'avoir la conviction, c'était ce chemin-là que je devais emprunter. Et quand je l'emprunte, je réalise Bon, en gros, si ça avait été un musulman dans la cellule, il serait converti à l'islam, quoi. que ce chemin, finalement, correspond à ce que je suis, dans la mesure où, et ça les gens ne le savent pas, qu'est-ce qu'être juif? Est-ce que c'est porter une kippa, fêter Kippour, Pessar, ou soutenir de manière viscérale l'État d'Israël? Non, ce n'est pas ça être juif. En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je l'ai découvert. Être juif,
Bon, c'est Ça problématique, c'est- hein. Si pour toi être juif c'est soutenir l'État d'Israël, ouais, c'est... Bon, il le dit, il a dit que non, c'était pas le cas, donc tant mieux, mais... répondre à une fonction. Une identité, c'est d'abord une fonction, un rôle. Et la fonction du judaïsme, c'est ce qu'on appelle le tikkun ulam, la réparation de l'homme et du monde. Mhm. Donc réparer l'homme et le monde avec pour instrument de réparation la rationalité. Oui. D'accord. Jean-Paul Sartre, relayé par la suite par France Fanon dans Peau Noire Masque Blanc, l'explique très bien. Être juif, c'est être un missionnaire de la rationalité. Donc quand je fais la promotion, Ok. quand je fais la promotion du logos, Oui, mais ça, bon, tout le monde peut être... je suis sûr que, justement, Israël, aujourd'hui, se réclame missionnaire de la rationalité. C'est des mots, ça veut rien dire. Bon, bref, et je suis sûr, dans l'islam, tu peux trouver les mêmes choses. Dans la chrétienté, tu peux trouver la même chose. Enfin, bref, la rationalité, ça veut tout et rien dire. d'une certaine façon, c'est du judaïsme mais laïque. Je suis pas en train de dire aux gens devenez juifs. En revanche, je leur dis devenez rationalistes. Épousez Rationalisme, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Rationnel par rapport à quoi? Rationnel par rapport à quoi? C'est quoi ta base? Tous les gens se disent rationnel. Chacun croit qu'il est rationnel. Il n'y a pas de rationalité. Même la rationalité scientifique, qui, par définition, devrait être rationnelle, ne l'est pas, en fait. Ça veut rien dire. Putain, c'est pauvre. C'est pauvre. la rigueur de la rationalité. Voilà, En sachant il a que mis c'est deux. Ah, et maintenant, il y a la rigueur devant la rationalité, donc c'est bon, quoi. Et la rigueur de la rationalité, de la craniologie dans les années 1800 et quelques, là, elle était très rigoureuse, elle était très rationnelle, mais il se trouvait que bon, il y avait une petite idéologie derrière et c'était pas bon, quoi. La rationalité du QI, la rigueur rationnelle du QI, elle est très rationnelle et très rigoureuse, mais bizarrement, il y a une petite idéologie derrière tout ça, donc ça ne veut rien dire, c'est de la merde son discours, c'est de la merde. C'est de la merde. Et on déconstruit tout ça aujourd'hui devant vos yeux. Vous comprenez à quel point c'est problématique ce genre de discours. Et la rationalité de l'esclavage, à l'époque, elle était rationnelle et rigoureuse. Hein. Le code noir, il était rationnel et rigoureux. Hein. Sachez-le. Hein. Donc ça ne veut absolument rien dire. C'est de la merde en barre son discours. C'est de la merde en barre. Le discours rationnel, c'est vraiment un discours de blanc, encore une fois. Hein. C'est un putain de discours de blanc. Continuons. Enchaînons. Aujourd'hui, une posture à contre-courant Et je suis à 22 minutes, j'en peux plus déjà. Hein, dans un monde dominé par les émotions, voire même dominé par les pulsions. Oui. Donc c'est pas simple. Pour autant, c'est une solution efficace quand on veut atteindre la meilleure version de soi-même à l'échelle individuelle, quand on veut participer Ça, il est reparti sur son développement personnel. Putain, vous comprenez là, cette putain de logique libertarienne, libérale, occidentale. Je vais chercher un mot là, mais je l'ai plus. J'avoue, mon vocabulaire est limité. J'allais dire moribonde, mais c'est pas ça. Putri. Ouais, je cherchais un mot un peu comme ça là, un mot un peu dégueulasse. Vous voyez le bail? à une œuvre efficace collective, et quand on vise tout simplement l'excellence dans tous les domaines. Voilà, on retourne sur la Black Excellence. Faut absolument qu'on fasse une vidéo là, faut que je fasse... J'avais fait le react là. On avait fait le react là justement sur une de leurs émissions sur la critique déconstructive de la Black Excellence. Mais en vrai, faut que je fasse une vraie vidéo pour expliquer le bail et tout. Ouais, de monter un truc là-dessus parce que c'est catastrophique. Putain, vraiment cette idéologie de merde, là, cette idéologie de libéral là, enfin libéral de merde, c'est problématique. Hein, continuons. Que ce soit personnel ou collectif, certes, l'émotion, l'intelligence émotionnelle jouent son rôle. Pourtant, l'intelligence rationnelle constitue le ciment. Ah bon? Je m'explique. Ah bon? Ah non, Valère, excuse-moi, je t'ai manqué de respect au début. L'intelligence C'est mon rationnelle gars sûr. constitue le ciment. Ah bon? Je m'explique. Ah bon? Ok. Vous êtes en équipe. Je prends ton exemple. Ouais. Tu organises chaque année le week-end de l'écrivain. Oh merde, Pour c'est cela, lui qui vous effectuez des réunions. Bon, en vrai, je veux pas le tacler, Valère, je connais pas ce qu'il fait, je connais pas son travail, je connais pas le week-end de l'écrivain, je sais pas vraiment quels sont les fondements du truc et tout, donc je veux pas le tacler. Préparatoire. Ouais. Mais d'accord. Ces réunions, il faut bien qu'à un moment donné, tu écrives sur un tableau On les est objectifs. d'accord, ouais. C'est la rationalité. Mais avant qu'on arrive là, il faut dire qu'entre nous, on a une connexion Connexion, Mhm. c'est ce que j'ai dit. qui ne relève pas de la rationalité. L'intelligence émotionnelle. Pas de problème. Mais si, malgré Oui, si mais il a dit c'est avant ça. T'as pas entendu? vous vous limitez à cette connexion, et c'est un très bon exemple que tu prends pour rebondir. Non, il a pas dit il se limite. Toi, t'as dit ça, la base, c'est la rationalité. Non, il t'a dit non. Avant tout, il y a des rencontres, il y a des échanges, il y a des énergies qui se diffusent et tout. Les deux vont de pair, en fait. Les deux vont ensemble. Vont ensemble. Putain, j'ai cru que j'avais fait une liaison catastrophique, mais c'est bon, ça passe. Ça passe crème. Du fait que beaucoup se retrouvent dans ce cas de figure-là. Et j'espère que la majorité de celles et ceux qui vont nous entendre vont le comprendre. Oui. Et ils vont comprendre que derrière mon explication, Ah, se ils ont cache- compris en fait que tu t'es trompé. Toi, soi-disant qui est le logociteur, tu fais des erreurs, tu fais beaucoup d'erreurs. Il te piège bien. Enfin, il te piège. Il cherche même pas à te piéger. C'est toi qui es juste trop nul en fait, sous couvert de dialectique et tout ça. Ça pue la merde. Ta réflexion pue la merde et tu te fais piéger aussi facilement que ça. Ah.
Ah, c'est dommage. Hélas. Le logo-citeur. Beaucoup de feux de paille, de pétards mouillés au sein de notre communauté. Vous réunissez portés par les mêmes valeurs, portés par une idée commune, une cause commune, ok? Vous réunissez. Vous projetez, soit dans le cadre associatif, d'aller au pays, d'aider des écoles, construire telle ou telle chose, ou, comme toi, de mettre en place un événement qui vise à réunir. D'accord? Si ces objectifs ne sont pas écrits noir sur blanc, si les rôles ne sont pas délimités noir sur blanc, progressivement, les nombrils personnels, les égos, progressivement, vont venir commencer à engager des bras de fer. Oui. La séance d'après. Ah, est-ce que toi tu as fait ça? Ah non, je sais pas ce que tu m'avais dit. Ah, c'est plutôt l'autre qui devait le faire. Ah, mais pourquoi tu me parles comme ça? C'est-à-dire que progressivement, lorsque... Il est en train de te dire, il faut s'organiser, quoi. Faut répartir les tâches. Ouais, ok, ouais. Ok. Ouais, pourquoi pas. Après, oui, tu peux fonctionner comme ça. Il y en a d'autres qui fonctionnent autrement, mais oui, ça peut aider, hein. D'avoir des tâches bien précises et tout. Bon, si tu veux t'organiser, organise-toi, y a pas de problème, quoi. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de souci avec ça. La rationalité par l'écriture, il n'y a pas de rationalité sans Mais écriture. ça, encore une fois, il n'y a pas de rationalité sans écriture, il vient de dire. En gros, il a dit, tous les peuples qui se transmettent le savoir oralement ne sont pas rationnels. Là, il vient de cracher sur tous les peuples du monde, qu'ils soient actuels ou antécoloniaux, précoloniaux, qui n'ont pas écrit les choses. Au calme, il vient de faire ça, en fait. Il vient de dire, par exemple, les Mapuches, ils ne sont pas rationnels. Et quoi, je dis ça, mais ça se trouve, ils écrivent les Mapuches, je sais pas s'ils ont un alphabet, je sais pas comment ça se passe et tout. Mais en gros, il vient de dire, ouais, si tu n'as pas l'écriture, tu n'es pas rationnel. Au calme, comme ça, au calme. Et si c'est pas la pensée blanche, en gros, il a dit, là, limite, il dit, ouais, vous ne méritez pas, c'est pas grave si on vous écrase. C'est pas grave si on vous écrase, parce que vous n'êtes pas rationnel. En gros, il justifie le colonialisme, il justifie toutes les choses comme ça. Vous voyez à quel point c'est problématique cette pensée. Vraiment, je vous dis, c'est un ennemi. Un ennemi. C'est chaud. Ce gars-là est problématique. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est chaud. C'est chaud. La rationalité ne se trouve pas au centre et qui permet en permanence de cadrer, de rester sur des bons rails, indépendamment des considérations émotionnelles humaines. Les Au bout d'un rails moment, au on vient Congo ou quel rail? De quel rail on parle, frérot? De quel rail on parle? Oui, non, mais même ça, même les références, les images et tout qu'il utilise. C'est des images de la conquête, hein. Les rails et tout. Bon, bref, encore une fois, je sais que dans le langage courant aujourd'hui, tout le monde utilise ça et tout. Mais les métaphores, les trucs comme ça dit quelque chose quand même sur ta pensée. Ça dit quelque chose sur sa pensée. Quelque chose me dit que ça dit quelque chose sur sa pensée. Et là, ça tombe à l'eau. D'accord. Tu as dit, il n'y a pas de rationalité sans écriture. Ouais. Il n'y a pas de maîtrise de la rationalité sans écriture. L'écriture n'a pas toujours existé. Non, Valère. Merci Valère. Valère, finalement, ouais, heureusement que t'es là. Hein. Excuse-moi, je t'ai taclé. Ouais, un petit tacle gratuit au début. Mais merci. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce pour autant que les êtres humains qui existaient avant l'invention de l'écriture n'étaient pas rationnels? Il ne maîtrisait pas la rationalité. C'est-à-dire que la rationalité immédiate qui consiste, oui, s'il pleut, je vais mettre un couvre-chef pour ne pas mouiller, c'est la rationalité immédiate. Oui. Donc ce lien de causalité, Oui. il se fait quasiment de manière automatique. Je Je tiens quand même à préciser que... Moi, je te laisse poursuivre quand même. Ouais, termine. Maintenant, la maîtrise de la rationalité, c'est-à-dire la maîtrise du temps et de l'espace, qui ont été les pionniers de cette maîtrise? Les Égyptiens, négro-pharaoniques. Ouais. Quelle est la particularité de ces Égyptiens? Ce sont dans le même temps ceux qui, dans leur panthéon de divinité, ont positionné au centre le dieu de la vérité, Thoth ou Djéouti, Oui. et qui s'est avéré être également le dieu de l'écriture. Donc les Égyptiens ont compris que la maîtrise de la rationalité passait par la maîtrise de l'écriture. Maintenant, on va rentrer encore un peu plus dans le détail. Pourquoi par l'écriture? Ok, tu cites une civilisation. Il y a eu beaucoup de civilisations avant les Égyptiens aussi. Il y a eu des choses. En dehors des Égyptiens, il y a des choses qui sont passées aussi. Bizarre. Pourquoi t'as cité eux forcément et pas les autres? Quand tu fais une équation, je crois que tu as quand même un parcours, comme le mien, de mathématicien pendant un temps. Oui, bien sûr. Bon. Tu sais comme moi que dans les mathématiques, un signe manquant peut faire s'effondrer toute une équation. On est d'accord. Or, c'est bien la preuve que c'est par l'écriture et la précision qu'elle te permet d'acquérir que tu accèdes à la maîtrise. Donc à l'aspect... C'est quoi cet exemple con, putain, mais les teubés ou quoi? Si tu cites un exemple bien précis, les mathématiques, oui, qui ont une écriture bien particulière et tout. Mais déjà, tu peux faire des mathématiques mentales. Mentaux. De tête, quoi. C'est chelou, c'est bizarre ce truc-là. à la vérité rationnelle. Et ça, c'est un point sur lequel, d'ailleurs, je consacre Ouais, une grande partie. Combien de fois il a dit rationnel dans le truc là? J'en peux plus. J'en peux plus, les gars. Du roman que je rédige actuellement, mais qui échappe à beaucoup. Et en particulier à celles et ceux qui ne grandissent pas dans l'écriture et qui, sans leur jeter, encore une fois, l'opprobre, et qui ne comprennent pas
la portée et l'importance que requiert, je dis bien la maîtrise de l'écriture. Donc, C'est-à-dire la tous maîtrise les peuples qui n'écrivaient pas ou qui ne maîtrisaient pas l'écriture. Enfin, encore une fois, je sais même pas s'il y a vraiment des peuples qui ne maîtrisaient pas forcément l'écriture. Il y avait forcément des formes, on va dire, des formes d'écriture. Il y avait des formes d'iconographie ou des choses comme ça. Enfin bref. Mais ça veut dire que tous ces peuples-là qui ont existé n'étaient pas rationnels. Encore une fois, excusez-moi, mais ça me semble ouf en fait de sortir une phrase comme ça au calme. Même là, regardez la tête de Valère, elle dit tout. Valère lui-même, il bug. Pas juste utiliser des mots savants, raisonner, utiliser les liens de causalité, les liens de déduction, le principe de tir. C'est extrêmement grave de dire ça. C'est extrêmement grave de dire ça. Donc les gars, ils faisaient des plantations, ils faisaient de l'agriculture, ils faisaient des choses comme ça, mais c'était pas rationnel en fait. Ils faisaient de la chasse, il y avait de la technique, ils mettaient en place des outils, des choses comme ça, mais c'était pas rationnel. Ça c'était pas rationnel. C'est une dinguerie de dire ça, vraiment, c'est... Ok. Tiers exclus, tous les principes qui structurent la logique, et qu'on retrouve dans l'écriture. Mais on a beaucoup... pour toi, c'est quoi la rationalité déjà? Partons déjà de cette base. Alors, la rationalité, comme je viens de le dire, c'est la capacité Valère, je t'apprécie, sache-le. à raisonner de façon logique. C'est-à-dire, en gros, obéir à la vérité rationnelle. Ouais, il a mis vérité, il a mis rationnel. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure de vérité rationnelle qui étaient vraies et rationnelles à l'époque et qui, se sont avérées être un peu sistras et problématiques par la suite. Hein. On a cité les bails, je vous invite à revenir en arrière si vous n'avez pas entendu, mais ça ne veut rien dire en fait. Même en mathématiques, même en sciences, il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de vérité. Il y a des consensus, il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité, quoi. Pas de vérité absolue ou des choses comme ça. Donc tout son argumentaire, il a dit la rationalité, c'est la vérité. Wow, quand tu dis ça, pardon. Si tu dis ça au calme, sans que ça te pose problème à toi aussi, bah frère, le logociteur, c'est vraiment un logociteur. Maintenant, si on va jusqu'au bout du bout, Oui. la rationalité, c'est l'un des autres noms du divin. D'accord. Et est-ce que tu trouves que, parce qu'on a beaucoup de, on ce jour on peut les compter, on a beaucoup de, je vais prendre le cas de beaucoup de grands industriels qui ne maîtrisaient pas l'écriture. Et encore, lorsqu'on parle d'écriture, on parle de quelle écriture? Alors, bonne question. Par écriture, je répète, peut-être que je ne me suis pas montré suffisamment précis. Non, je parle de non, t'es pas précis depuis le début, c'est très peu précis. Très peu précis. Capacité à raisonner. Ensuite, l'instrument. La capacité à raisonner. Oui. À travers l'histoire, l'homme a montré une forme de capacité à raisonner. Hein. Il n'a pas eu besoin de l'écriture. Hein. Par lequel tu raisonnes, il en existe de multiples. Ça peut être l'écriture, la langue en français, en allemand, en... Oui, donc l'oralité, par exemple. Tu peux être rationnel dans l'oralité, je pense, non? Est-ce que c'est possible, d'après toi, l'homme au chapeau, le logociteur? Kikongo, en mandarin, peu importe. Ouais. Ça, c'est qu'on appelle les signes. Mais le raisonnement ne dépend pas en tant que tel de l'écriture. Le raisonnement dépend des liens entre les idées. Par exemple, le lien de causalité. Si je te dis, je vais prendre un exemple très simple pour que tout le monde y comprenne. Ou même, ça va être encore mieux. Est-ce que tu peux me donner, même si on va inverser légèrement les rôles, peux-tu me donner une phrase, s'il te plaît, contenant le mot « parce que ». Je veux manger parce que j'ai faim. Très bien. Je veux manger parce que j'ai faim. Oui. Donc je demande à chacun de bien écouter. Je veux manger, phrase principale, parce que conjonction, qui amène une explication, j'ai faim. D'accord? Là, on a une phrase logique. Je veux manger, donc à volonté, parce que tu as faim. Question. Est-ce que toute personne qui a faim veut manger? Non. Voilà. Donc rationnellement, ta phrase est inexacte. Pourquoi? Parce que derrière, sans le savoir, tu n'as pas respecté une des règles de la logique que l'on appelle la pluricausalité. Il aurait fallu que tu dises « je veux manger parce que, d'une part, j'ai faim », et ensuite, qu'est-ce que tu peux rajouter? J'en ai envie. Non, tu as déjà dit « je veux manger ». Ah oui, je veux manger. Mais non, là c'est là, je veux manger. Ok, d'accord. Je veux manger parce que j'ai faim, d'une part, d'autre part. Parce que j'ai vu à manger. Ou parce que j'ai vu à manger, parce que je ne suis pas au régime, parce que je ne m'interdis pas de manger. Oui, mais okay, mais t'en sors combien comme ça pour que ce soit vrai, en fait? Là, en fait, tu peux en citer des milliards. La causalité, là, elle est infinie, en fait. Parce que le monde tourne encore, parce que le soleil n'a pas percuté la Terre, parce que l'univers est là, parce que le Big Bang, s'il existe, a existé, parce que les microbes qui étaient là il y a des milliards d'années, tu peux faire toute ta vie à raconter le... Voilà. Pourquoi? Quelle est la causalité? C'est quoi ton point, en fait? Où tu veux en venir? Ah, le logociteur. La raison qui me pousse à manger, c'est que j'ai faim. Oui. Beaucoup de personnes ont faim. Ça me paraît assez logique. Je pense qu'il y a une causalité, une forme de causalité. Hein. Il y a une forme de rationalité même, on peut le dire. Hein. Ouais. Mais ne mange pas. Je parle de moi. C'est pour ça que je te dis que la rationalité ne dépend pas de l'individu. C'est la grande difficulté. La rationalité nous dépasse et au-dessus de nous. Attends, mais là, il y a quoi de pas rationnel dans ce qu'il vient de dire là? C'est à nous d'aller la conquérir avec des règles
je veux manger parce que j'ai faim, c'est une phrase rationnellement inexacte. Maintenant, c'est une phrase bateau. Mais une phrase, plus une autre, plus une autre, plus une autre, ça donne... Donc attends, c'est au bout de combien de phrases que c'est rationnel? Dis-nous, frérot. Explique-nous. Là, ouais, il me perd. Il m'égare. Son intelligence est trop... Son érudition est trop élevée. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui, dans l'idée, quand on l'entend, peut paraître exact. Mais dans les faits, se trouve à des années-lumière de la réalité et de la vérité logique. La logique est implacable. La pluricausalité... La logique est implacable. C'est ce que disaient, encore une fois, les colons, c'est ce que disaient les esclavagistes. Hein. C'est... Voilà. C'est la logique est implacable, les noirs sont inférieurs aux blancs. Voilà. Bon, je pense qu'on va pas continuer très longtemps. Je pense que là, on a compris un petit peu. On a compris. Bon, allez. Là, il reste... Vas-y. On va faire une petite heure et demie de stream, mais c'est bon. Je pense qu'on a compris. We've got your point, bro. Juste pour prendre cette règle, en sachant qu'il en existe une dizaine, et c'est ce que je transmets quand je forme, les gens tombent des nues. C'est-à-dire que les gens qui ont une matière grise comme la tienne, entrepreneurs, vivaces, perspicaces, quand ils découvrent les règles de logique, ils se disent, mais en fait, finalement, depuis, j'étais à l'école, pourquoi on n'apprend pas ces règles? Ah, les règles de logique. Mais qui a fondé ces règles de logique? Ça vient d'où? C'est quel campus? Quel campus tu as pris? Est-ce que la logique est universelle ou comment ça se passe? Et effectivement, ces règles ne sont enseignées nulle part, excepté dans les filières de mathématiques, à l'université uniquement, et de philosophie. Simplement, on ne les enseigne pas comme telles. C'est par la pratique qu'on les acquiert inconsciemment. La règle de la pluricausalité, comment l'acquiert-on automatiquement? Lorsqu'on s'assoit, en français, en philosophie, qu'on doit rédiger une dissertation, eh bien, par la nécessité du remplissage, il faut remplir des pages, on s'oblige à argumenter avec plusieurs arguments. Donc, quelque part, on respecte la pluricausalité. Donc, ça se fait automatiquement. Maintenant, bon, les avocats, ils sont pluri-argumentationneurs. Bah, des fois, ils défendent des causes pas justes, hein, ou enfin, ils défendent des coupables. Donc, c'est quoi le truc, en fait? Est-ce que ça t'oblige à la rationalité, ou est-ce que ça t'oblige à avoir une pensée juste? Non, ça t'oblige juste à discourir, en fait. T'as un logociteur, de toute façon. Ça t'oblige à avoir du logos, voilà. T'as un logociteur. C'est tout. Mais ça ne prouve en aucun cas que tu dis la vérité, ou ton truc est réel, vrai, véritable, vrai, rationnel, je sais pas, tous les mots que t'as utilisés et tout. C'est débile, putain, c'est vraiment une pensée... C'est vraiment une pensée occidentale, c'est... Allez, on descend le pouls. maintenant, à l'inverse, celui qui n'a pas été amené à se plier à ce type d'exercice, qui s'est contenté de vivre dans l'oralité. En vrai, c'est ça la problématique des gens qui croient... C'est un peu j'allais dire les logociteurs. Je suis un ouf. J'allais dire les debunkers maintenant. Non, comment ils s'appellent là? Les fact-checkers, quoi. Comment ça s'appelle la discipline là? Merde, c'est quoi le terme? Bon, bref, vous l'avez certainement dans le chat. Balancez-le si vous l'avez. Eh bien, comme tu l'as fait instinctivement, en règle générale, dans ces explications... Les zététiciens, putain, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les zététiciens, quoi. Les zététiciens, c'est pauvre. C'est une pensée d'une pauvreté. C'est la rationalité stupide, quoi. Bref. Se focalise sur l'explication principale, celle qui découle de manière évidente de son affirmation, sans savoir qu'il passe à côté des autres explications qui verrouillent son propos. Résultat des courses. Quand il se retrouve... Est-ce que tu le vois, toi, quand t'es en train de parler, là? Est-ce que tu vois les angles morts? Dans un cadre de business ou administratif, face à celui qui, lui, a bénéficié de cet enseignement sur le terrain du logos, il se fait broyer. Ça donne des démarches administratives où tu veux demander, je sais pas moi, obtenir une salle, ou obtenir telle autorisation en mettant en avant un seul argument. L'administration va te répondre gentiment non, et en mettant en avant l'argument que tu as oublié, mais qui va se retourner contre toi. D'accord? Donc, ce que je dis peut paraître abstrait. Et peut-être que le contenu aussi de ce que tu veux faire va poser problème. Peut-être plus que le logos. Je demande à tout un chacun de prendre le temps de bien réfléchir, parce que derrière cela se cache aussi le déséquilibre sur le terrain géopolitique. Il faut savoir que... Merci Dr. Trainer, zététicien, c'est bien ça. Encore ce mot à la bouche, de suprématie blanche, ou de néo-impérialisme. On est totalement à côté de la plaque, où on est prisonnier du passé. La lecture du monde aujourd'hui tel qu'il est impose qu'on s'éloigne de ces outils d'interprétation pour se focaliser tout simplement sur les outils de la rationalité. La rationalité, aujourd'hui, comprend... On va faire un bingo, mais juste avec le mot rationalité, en fait. Là, on est sûr de gagner, là. On va gagner des gros lots, là. Et il a dû le sortir 100 fois depuis le début. Le monde obéit ou appartient à celles et ceux qui maîtrisent les règles de logique. Alors aujourd'hui, on parle même d'algorithme. On parle de l'IA. Donc c'est indépendamment de la couleur de peau. L'Inde... Oui, mais encore une fois, même les IA, enfin, la science n'est pas neutre. Hein. La science a une orientation idéologique et tout. Tu peux. D'ailleurs, je vais sortir le truc absolument sur le Boontech et tout là. Faut que je le sorte. Ça fait un moment que je le dis. Mais voilà, bon bref, c'est beaucoup de travail. Mais oui, justement, on va parler de tout ça. On va parler de la technique, de la science. On va parler des idéologies, des paradigmes qu'il y a derrière tout ça et tout. Et non, clairement, encore une fois, c'est faux ce que tu dis. La science n'est pas neutre.
produit chaque année plus de 400 000, 500 000 ingénieurs. La Chine, plus d'1 million d'ingénieurs, ou pas loin. Et c'est eux qui deviennent les fers de lance d'une forme de néolibéralisme. L'Amérique continue encore à truster Tu participes aussi, frérot. T'es pas ingénieur, mais tu participes aussi, t'inquiète pas. des grandes places en termes de développement. Pourquoi? Pas parce que justement ils ont Donald Trump qui bombe le torse avec une cravate rouge à la Maison Blanche devant les caméras du monde. Non, parce qu'ils s'efforcent d'aspirer les cerveaux et leur donner des trônes dorés sur le plan psychologique de la reconnaissance. Encore une fois, ça, on va l'aborder dans le sujet de, encore une fois, le Buntek et tout. Mais sous quel paradigme tu fais ça, en fait? C'est très bien de produire des ingénieurs, mais si c'est pour qu'ils détruisent la planète et tout, c'est débile, en fait. C'est complètement con. Donc, se baser sur ça, sur le nombre d'ingénieurs formés ou sur combien de cerveaux tu vas récupérer, si ta finalité, c'est de niquer le monde, c'est de détruire le monde. Je sais pas. Ça me pose problème. Mais bon, après, c'est peut-être mon point de vue. Des applaudissements et un confort matériel. Ce n'est pas à toi que je vais rappeler qui est Abdou Atangana, Ernest Simo, Cheikh Modibo Diarra, tous nos grands cerveaux qui sont nés, qui ont grandi au pays pour beaucoup d'entre eux, aujourd'hui travaillent au service de qui? Et pourquoi? Aux États-Unis. Pourquoi? Peut-être parce que les conditions en Afrique ne sont pas réunies pour qu'ils puissent travailler correctement. Et pourquoi c'est réuni? Mais vu que toi tu ne veux pas faire le retour dans l'histoire, tu ne veux pas être dans la plainte, dans la complainte et tout, et tu vas juste être dans la résilience, ouais, faut peut-être poser les problèmes structurels encore une fois. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Comment ça se passe en Afrique? Quels sont les problèmes aujourd'hui en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas d'ingérence? Est-ce qu'il n'y a pas des guerres des pays occidentaux? Les pays occidentaux que tu cites là, qui volent les cerveaux et tout ça, est-ce qu'ils font pas des dingueries en Afrique? À tout hasard? Le franc CFA, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de cet ordre? Économique, scientifique, belliqueuse? Faut peut-être creuser un petit peu plus. S'il creuse, je pense qu'il peut trouver quelque chose. Il y a une piste, il y a quelque chose qui se passe. Personne ne leur a mis le couteau sous la gorge. C'est juste le soft power et l'épicurisme. C'est juste le soft power et l'épicurisme. Ouais, c'est bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Pardon, après je vais m'énerver, je vais m'énerver bêtement. Il a dit, en gros, le problème de l'Afrique, c'est juste que le soft power des Amériques et l'épicurisme, il a dit l'épicurisme de l'Occident en gros est trop fort en fait. Ouais, c'est une dinguerie. Pardon, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire là. Pour moi, c'est un acte de guerre quoi. Je suis vraiment premier degré, je suis choqué. Je suis choqué premier degré. Bref, vas-y, on enchaîne. Ainsi que la reconnaissance, donc qui éloigne la frustration, qui les a attirés, qui les a installés, mais ce, au nom du logos, au nom de la rationalité. Donc le monde a toujours été ainsi. Une minorité, les dominants, qui obéissent aux règles de la rationalité par l'écriture, c'est ce que j'appelle l'écriture. Alors oui, ils imposent des règles, leurs propres règles, via la force. C'est pas la rationalité en fait, c'est la force, ça s'appelle la force en fait. Quand tu tues des millions de personnes, par exemple au Congo ou des choses comme ça s'appelle la force en fait. Après toi tu peux l'appeler rationalité, hein. Tu peux l'appeler divin, force divine peut-être. Je pense que oui, peut-être que pour toi c'est une force divine, hein. C'est la rationalité divine, hein. Mais le colonialisme, l'esclavagisme et tout, c'est de la rationalité quelque part. Oui, ils sont plus rationnels, ils ont fait des bateaux qui pouvaient transporter des gens dans les cales, des Renois dans les cales et tout. C'est une forme de rationalité aussi, hein. Il faut être un sacré FDP pour sortir un truc comme ça quand même. Quand je vous dis que ce gars-là, il est dangereux, il est extrêmement dangereux. Je pense qu'il est stupide. Il est vraiment stupide, sous couvert de son logos de merde là, sous couvert de son érudition, ses 400 mots, je sais pas quoi, son vocabulaire. C'est extrêmement problématique. Vraiment, que ce gars-là soit sur YouTube. Écriturocratie. Et puis après, il y a le plus grand nombre. Le plus grand nombre qu'on essaie de gérer tant bien que mal, selon les humeurs, soit en utilisant la religion, soit en utilisant un mot magique, démocratie, soit en utilisant divertissement. Mais dans les faits, dans les rapports de force, dans les rapports hiérarchiques, c'est d'un côté ceux qui maîtrisent l'écriture et les règles de logique, donc sur le terrain juridique, ceux qui font les lois, ceux qui apprennent les lois, donc les juges, les avocats, ceux qui maîtrisent la description du réel, les journalistes. Donc le réel occidental, encore une fois, le réel blanc, voilà, ceux qui maîtrisent ça, en gros, faut être des blancs, quoi. Ce qu'il te dit, et ça, on en a déjà discuté plein de fois, il dit, lui, en fait, son objectif, voilà, c'est que les noirs soient des blancs. Et quand les noirs seront des blancs, bah c'est bon, quoi. En fait, ce sera bon. Mais en fait, on sera des blancs, donc... Bizarre ton projet, frérot. Les historiens, les sociologues, ceux qui élaborent, qui décryptent les savoirs un peu cachés, les mathématiciens avec les algorithmes, les philosophes. Voilà. Les écriturocrates sont là. Et puis après, le plus grand nombre, on va dire le peuple, mais le plus grand nombre qui, lui, reçoit les ordres. À différents échelons, mais reçoit les ordres et exécute. Voilà la marche du monde. Et l'élite afro, pour beaucoup, pas tous, Dieu merci. Pour lui, il est dedans. Hein. Pour lui, il est dedans. Si, surtout francophone, elle n'a pas, compte tenu de la colonisation française qui s'est efforcée de ne pas transmettre les clés de la maîtrise du logos à son élite, contrairement à la colonisation anglaise qui s'est appuyée sur des élites. Pull up. Si, surtout francophone, elle n'a pas
compte tenu de la colonisation française qui s'est efforcée de ne pas transmettre les clés de la maîtrise du logos à son élite, contrairement à la colonisation anglaise qui s'est appuyée sur des élites locales et qui a envoyé les enfants des chefs de village dans les universités anglaises, Cambridge et j'en passe, Nkrumah en est le meilleur. Ouais, après, oui, la structure de la colonisation, enfin, les modes de colonisation n'étaient pas les mêmes, clairement, par exemple, entre l'Angleterre et la France et d'autres pays occidentaux, d'autres pays européens et tout. Donc ça, clairement, il y a eu des évolutions qui n'ont pas été similaires. Maintenant, encore une fois, c'est pas comme ça qu'on doit poser la question. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Meilleur exemple, la colonisation française a décapité. Ah ouais, c'est ça. Selon lui, en fait, on est des teubés, quoi. Les Noirs, c'est des teubés. Les Noirs, c'est des teubés. Lui, c'est l'élite. Il est là pour rehausser tout ça, quoi, tu vois. Et tout ce qui n'est pas blanc, en fait, tout ce qui n'est pas rationnel, donc tout ce qui n'est pas blanc, c'est problématique. Donc oui, clairement, c'est sa pensée. Hein. C'est sa pensée. Il a un niveau d'aliénation. Tout à l'heure, au début, il disait non, voilà, tous ceux qui critiquent l'aliénation, nanana. Clairement, il est extrêmement aliéné. Il s'en rend pas compte. C'est ça le pire. Le pire, c'est des gens aliénés qui s'en rendent pas compte. Ils croient défendre justement la cause. Bah, c'est comme s'il était déconditionné quelque part. Enfin, il avait fait le travail et tout, mais au contraire, il est encore plus aliéné que les autres, quoi. Ce souci d'excellence. Résultat des courses, lorsqu'ils sont entre guillemets partis en forçant. De toute façon, vous le voyez, à tout son vocabulaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même dans ses images, dans ses métaphores et tout est basé sur la rationalité européenne, mais telle qu'elle a été fondée justement par les concepteurs de toutes les théories racialistes, toutes les théories colonialistes, toutes les théories impérialistes et tout. Tout son discours est imprégné de ça, de fond en comble. Je me répète, moi aussi problématique, je sais pas combien de fois je l'ai dit là, mais vraiment quoi, vraiment. Aussi la main, il y a les accords coloniaux. Oui. La nouvelle élite ne s'est pas convertie au logos. La nouvelle élite, elle a gardé le mindset de pauvre. Et en gros, il y a les riches, il y a les pauvres. C'est vraiment la black excellence, quoi. Ah, si vous avez de l'oseille... je vous ai dit, c'est un libéral. Il a une pensée libérale, quoi. Il est libéral. Une pensée de pauvre. C'est comme ça qu'il voit les choses, lui. Oh, mais quel... Pardon, encore une fois, j'ai pas envie d'utiliser le terme fils de pute, mais... Je vais être obligé à un moment. Je vais être obligé. Je vais respecter sa maman, ça se trouve, elle y est pour rien dans l'histoire. Donc exécutante, complexe d'infériorité, et en prime, elle a plongé dans la luxure et le stupre. C'est-à-dire, comme le dit Calix Beyala, ce sont des jouisseurs invétérés. Donc ça donne à la tête de bon nombre de nos États francophones, de l'affaire Balthazar jusqu'à certaines affaires au pays, au Cameroun, dont je tairai le nom, ça donne des personnes, ils ont 40, 50, 60, 75 ans, 80 ans, ils sont bien installés dans les cercles d'influence, de pouvoir, et ils bénéficient de tous les avantages, sans être animés par ce souci d'élévation, de construction. Des grands, je pense qu'ils ont été rationnels, ils ont été formés dans les écoles que tu cites, les écoles européennes, les écoles américaines et tout, non? C'est pas c'est pas l'élite là que tu nous disais tout à l'heure là, c'est bizarre ça, là tu l'as pas dit là. Des statuts, ériger des grandes universités pour les prochaines générations, faire valoir son honneur. C'est pas un problème peut-être pas un problème de formation là. Au mondial. Ça, c'est des considérations qui ne touchent que ceux qui grandissent avec ce logos et tout ce que ça implique derrière dans sa conséquence. Bah non, encore une fois, combien de présidents africains aujourd'hui ont été formés dans les écoles, les universités occidentales? Il y en a pas mal quand même, je crois. Ils ont ce logos dont tu parles. Et pourquoi Attends, la causalité, elle est où là? Il y a un problème de rationalité là dans ce que tu dis là. Vous voyez comme son discours, il est pauvre, putain. C'est lui le pauvre, mais c'est sa pensée qui est pauvre. Hein. Sa pensée, elle est d'une pauvritude, d'une pauvrance. Les Occidentaux n'ont pas, de toute éternité, été animés par ce souci de grandeur. Pour que les choses soient bien claires, ce souci de grandeur associé au logos est né en Égypte antique. Ça a donné les pyramides, ça a donné des cités-états incroyables. Il y avait plein, dans le monde entier, il y a eu des choses qui ont été faites. Hein. Il n'y a pas que les pyramides en Égypte. Récupérées par les Athéniens. Tous les peuples ont, à certains moments, eu des idées de grandeur, si on peut l'appeler comme ça. Enfin, qui ont entrepris des choses, en tout cas. Donc, c'est... Argument de merde. Encore une fois, encore un... On l'appelait ça le miracle grec, mais c'est Platon et Aristote et Thalès de Milet qui ont récupéré ce culte du logos, qui l'ont ensuite transmis aux Romains. Pour finir, il a été enterré par Constantin, il a trouvé une seconde vie au moment de la... Revoyez la vidéo Norman Ajeri, soit vous regardez la version originale, soit vous regardez le react qu'on a fait sur l'appropriation culturelle et le mythe fondateur de la civilisation européenne. Très intéressant pour comprendre justement comment le savoir a été pillé, a été volé, a été approprié, puis l'Égypte antique jusqu'à la Grèce et tout ça. Donc oui, c'est toujours intéressant de comprendre ça. Il y a aussi Lewis Gordon qui parle de tous ces sujets, donc je vous invite à aller regarder tout ça. Conquista en Espagne, Isabelle d'Aragon, Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille se sont mariés, et dans le même temps, la Renaissance, Léonard de Vinci, plus tu vas vite en besogne, frérot. Ouais, la Renaissance, c'est parce qu'ils sont mariés, quoi. Voilà. Donc on revient à l'écriture.
République des lettres, l'Europe, l'aristocratie européenne, qui était une aristocratie de guerre. Le dieu de l'Europe, c'est Mars avant tout, le dieu de la guerre, et s'est converti en dieu de la rationalité. Même si c'était masqué par le dieu de la foi, mais ça c'est pour le peuple. L'élite européenne, depuis cette époque-là, a toujours ne jure que par l'écriture et tout ce que ça implique derrière. Et la rationalité, donc. Donc là, il est en train de dire le colonialisme, l'impérialisme, l'esclavagisme, c'est la rationalité. Puisque c'est écrit de toute façon. C'est écrit. À l'époque, le clergé écrivait ces textes-là. Il réfléchissait sur ces questions. Il y avait du logos, il y avait de la dialectique sur ces problématiques. Je suis sûr qu'ils dissertaient même sur ces questions. Ils ont même disserté la controverse de Valladolid. C'est ça un petit peu. C'est une forme de procès quelque part. Vous comprenez un peu à quel point sa réflexion est débile. C'est un cancre. C'est un cancre. Un cancrelet. Merde. Jusqu'au 18e, 19e siècle, révolution industrielle, certes, il y a eu des capitaux tirés de l'esclavage et de la sueur de nos aïeux et du sang, mais ensuite, dans sa matérialisation, dans sa réalisation, ça passait par des scientifiques. Les Watts, les Newton, donc des princes du logos. Et Auguste Comte et le positivisme. Toujours l'élite rationnelle. Jusqu'à Freud. La formule est belle. Jusqu'à Oppenheimer. Derrière tous les progrès matériels et même juridiques se cache une seule et même chose. Le culte du logos au service, l'écrit, pardon, au service du culte du logos. Non mais attends. Ouais. Vas-y Valère, moi je... Ça c'est dans un contexte, c'est tout ce que tu m'as cité, moi des références que moi j'entends sont essentiellement occidentales. Ah Ouais, Valère, tu t'as fait ma journée là. Mais est-ce que c'est la référence? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'Égypte antique. Oui. À ma connaissance, c'est pas occidental. Bon, maintenant, je peux te faire la même réalité avec la Chine, Confucius, le système de mandarina. Aujourd'hui, le Gaokao, qui est l'équivalent du bac. Tu regardes ce qui se passe en Corée du Sud. Tu regardes aujourd'hui le Japon considéré comme la nation la plus intelligente. C'est toujours le même procédé. On se bat sur quoi pour dire que... Le Japon considéré comme la nation la plus intelligente. On rappelle que le taux de suicide au Japon et dans les pays asiatiques en général est extrêmement élevé. On rappelle qu'ils ont des gros problèmes d'écologie, écologique et tout ça. Des problèmes de racisme, ça on n'en parle même pas. La jeunesse ne veut même plus se mettre en couple, ne veut plus avoir d'enfants et tout ça. Quelle intelligence De quelle intelligence on parle? On parle de QI? Ou on parle d'une forme d'intelligence qui serait plus intelligente justement? Lui je pense qu'il parle juste de QI. Encore une fois, le QI... Comment dire? Il y a un héritage un petit peu... Comment on appelle ça? Raciste derrière tout ça peut-être? C'est... Vous comprenez? Valère, dis-lui. Que le Japon est la nation la plus intelligente. Après, tout le monde pourra vérifier, mais selon les critères qui ont été établis, c'est... Par qui? Non, Valère, c'est mon gars. Valère, t'es mon gars. Valère, franchement... ça fait plaisir. Après, moi, je suis pas spécialiste. Moi, je reprends juste une information qui a circulé. T'as pas de source, t'as rien du tout. Je pense qu'il a vu le classement des meilleures écoles ou un truc comme ça. Un truc de merde, un classement de merde qui ne définit en rien l'intelligence d'un pays ou en rien l'intelligence tout court. Et voilà, quoi, il a juste repris ça et ça sert son discours, donc il le balance comme ça. Mais il y a pas de rationalité dans ton discours. Tu vois, toi qui mets souvent en avant la rationalité et tout, il n'y a aucune rationalité. C'est pauvre, c'est très pauvre. C'est d'une pauvreté abyssale. L'idée. Après, s'il faut remettre en cause toutes les informations... Parce que si on part sur les bases... C'est trop facile, ça, on dirait Trump. Si c'est écrit quelque part, mais si on remet en cause... Si on remettait en cause tout, il n'y a plus de rationalité. Il est nul à chier, putain. Le logociteur qui ne sait pas logociter, qui ne sait pas utiliser le logos. Merde. On est où? Toi, tu suis tes bases. Aujourd'hui, si on va sur ChatGPT, on va avoir l'impression qu'il n'y a rien en Afrique. Qu'il n'y a rien, c'est-à-dire? Parce que quand on fait des recherches sur ChatGPT, on se rend compte qu'on n'a quasiment rien sur l'Afrique. Ouais. Et pourquoi, à ton avis? Mais parce que ces données n'ont pas été rentrées. Qui doit les rentrer? Ceux qui conçoivent le logiciel. Et comment conçoit ton logiciel? Comment conçoit le logiciel? Mais il faut comment on appelle des programmeurs et tout. Il faut des infos. Est-ce qu'on doit construire des data centers comme ils sont en train d'être construits aujourd'hui, par exemple? Est-ce qu'on doit détruire des zones entières pour construire des data centers, pour stocker des données et pour avoir l'intelligence artificielle? Je dis pas oui ou non, hein. Je dis juste que déjà la question se pose en fait. Est-ce que ta rationalité te fait réfléchir à ce genre de questions? Ou est-ce que non, ta rationalité c'est faire comme les blancs et faire comme l'Occident et donc mettre des data centers partout et avoir des données quoi? Il faut des data centers, il faut des data. Et il faut des ingénieurs, voilà, on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez de data centers. Il y a peut-être des questions qui se posent autrement, il y a peut-être des paradigmes justement qui te permettent de réfléchir autrement à ces questions-là, peut-être. Et peut-être qu'il faut poser ces questions avant de construire, avant de vouloir imiter le blanc. Non? Mais tu ne réfléchis pas comme ça, toi. C'est bizarre. Valère, dis-lui. Informations. Est-ce que les informations sont écrites? Non, c'est sûr, il écrit. Il y a beaucoup. Maintenant, qui doivent être les acteurs pour réactualiser ou pour valoriser les apports du continent? Parce que je te rejoins, effectivement, en termes de promotion, l'Afrique est toujours absente, bizarrement, de tout, on va dire, les grilles Ça, c'est d'appréciation. fait, hein.
Ça fait, hein, il y a énormément aujourd'hui d'afro, soit descendants, soit d'afro tout court. Afro d'ailleurs, il faudra qu'on redéfinisse ce terme-là parce qu'il est problématique, mais bon, bref. Aujourd'hui, on va prendre cette exception-là, ce terme-là, et on verra par la suite. Luna, c'est un logobi. Un logobi, je ne connaissais pas le terme, mais j'aime bien. Oui, non, je disais, il y a tout un tas d'afro-descendants, d'afro, qui écrivent, qui font des productions écrites et pas que écrites, justement. Ça peut être oral, ça peut être artistique, ça peut être dans tout un tas de domaines, et qui sont vraiment, vraiment très, très intéressantes. Et en parallèle de ça, il y a justement tout un tas de gens qui participent, et c'est pas pour leur jeter la pierre et tout, hein, mais qui participent justement au renforcement du capitalisme. On va le dire comme ça. On avait vu une vidéo d'ailleurs sur des étudiants africains qui étaient en parrainage avec des universités notamment chinoises, et qui transmettaient gratuitement tout le savoir de l'Afrique pour les IA chinoises, qui après l'utilisaient dans les téléphones qu'elles revendaient ensuite en Afrique et tout. Donc ça, c'est extrêmement problématique. Ces gens-là avaient la rationalité, ils allaient étudier dans les meilleures universités, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient tout le savoir, justement, aux autres pays pour qu'ils les exploitent ensuite. Donc comme quoi, encore une fois, la rationalité, le fait d'avoir des ingénieurs, le fait d'avoir... C'est pas ça la problématique. Il faut comprendre les problématiques sous des angles un petit peu différents. Mais bon, bref, il est pas assez intelligent pour ça. C'est une danse dans les années 2010. Je ne sais même pas ça. Attendez, on va regarder. Là. J'aime ces références. Logobi. J'espère que c'est pas un truc... C'est pas de la tectonique? C'est de la tectonique, non? Mon danseur sûr qui connaît toutes les danses. Ah, il y a un flow. Mais ouais, c'est inspiré un peu, j'ai l'impression, de la tectonique quand même. Ah, il y a c'est afro-tectonique quoi. Il n'y a pas une petite vidéo là de vrai logobi sauteurs. Où sont mes logobi sauteurs? Logobi New School. Voilà, avec le pantalon baissé, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça qu'on veut. La rationalité. Frérot, c'est pas du logobi ça. Logobi ça. Ouais, 2022, instrumental 2022, c'est encore en actualité. C'est encore présent aujourd'hui, quoi. Ça veut dire ce logo non, Luda toujours à la pointe de ce jeu. Non, ce gars est trop fort. À chaque fois, il nous sort des références comme ça. Moi, je suis perdu, je suis égaré. Je suis trop vieux pour ces bêtises. Allez, on termine. Mais qui doit s'en charger, prioritairement? Peut-être qu'il y a cette démarche-là de la rendre absente. Alors, évidemment... Parce qu'il ne faut pas dire que les ressources ne sont pas disponibles, quand même. Évidemment que nous subissons une guerre sur le terrain du soft power. Que le soft power. Il n'y a pas des guerres, il n'y a pas des factions, il n'y a pas des troupes, des mercenaires de différents pays en Afrique en ce moment même qui foutent le bordel. Non, c'est vraiment du soft power. C'est du soft power. C'est vraiment c'est la culture américaine, c'est le cinéma américain. Après, le soft power, c'est un gros pouvoir aussi. Hein. Mais dire qu'il y a juste du soft power... Il a dit tout à l'heure, il y a le soft power, et c'est quoi qu'il a dit? Oh, il a dit un truc de ouf. Je sais plus ce que c'était. Oh, il a dit un truc de zinzin. Imaginaire qui consiste à maintenir en vie l'idée d'une infériorisation raciale. À chaque œil. En gros, l'idée d'une malédiction. Ça, c'est évident. D'accord. Il n'empêche qu'en parallèle, rien aujourd'hui, de manière concrète, ne nous interdit de prendre nos responsabilités. Et Dieu merci, certains le font déjà. Je pense à Fred Swaniker, le Ghanéen qui, après avoir travaillé 20 ans à Google, est rentré au Ghana pour, ayant conscience de l'importance des enjeux autour de l'éducation, faire sortir du sol African Leadership University. Je pense à Christian Happy. En gros, tous les gens qu'il va citer, je suppose qu'ils appliquent le modèle occidental à l'Afrique. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, enfin qu'il ne faut pas une forme de structuration, une forme de développement, j'aime pas le terme, parce qu'on va le critiquer justement dans le truc Ubuntu et tout. Développement, c'est problématique. Mais en tout cas, une forme d'appropriation de la technique et tout ça, clairement, ça, c'est indispensable. Maintenant, encore une fois, à travers quel paradigme vous mettez ces choses-là en exergue? Ça, c'est la vraie problématique. Il ne répond pas à cette question une fois de plus. Dans le registre médical, également ayant conscience des enjeux et du rapport de force qui nous est défavorable sur le terrain des représentations et de l'appréciation, est venu mettre son génie au service de la jeunesse. Donc oui, il y a des initiatives individuellement qui sont portées. D'ailleurs, il y avait, j'ai oublié, c'était quoi? Je me demande, c'est pas Herman d'ailleurs son prénom. Un mec de la finance qui était archi coté, je crois que c'était un Nigérian, qui avait voulu fonder justement une école au Nigeria, si mes souvenirs sont bons, et qui a été... Bon, il a été tué, quoi. Il a subi un meurtre. Et je sais pas pour quelle raison, je sais pas si c'était pour
parce qu'ils essayaient de créer quelque chose en Afrique ou pour d'autres raisons un peu plus sombres et tout, mais en tout cas, voilà quoi. Il y a des gens qui essaient d'entreprendre ce genre de choses et qui se retrouvent un petit peu morts aussi, donc ça pose des questions. Encore à des années-lumière. L'Afrique manque cruellement, par exemple, de 2,5 millions d'ingénieurs. Ingénieurs qui Non, mais aujourd'hui, là tu sais, aussi, bon, voilà, la pensée, lui, il est en mode, il y a 3 millions d'ingénieurs en Occident, aux États-Unis, donc il en faut 3 millions aussi. Non, non, bref, faut réfléchir différemment en fait. C'est pas les chiffres, les trucs comme ça, la rationalité, ta rationalité de merde là, encore une fois, non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Mais bon, passons. c'est le fer de lance du progrès, en tout cas sur le terrain matériel. Autre terrain. Voilà, le progrès, l'universalisme, tous les termes bateaux qui sont pas posés, qui sont pas réfléchis. Lui qui est un mec du Logos là. Pourquoi Valère, demande-lui c'est quoi le progrès pour lui. Le terrain psychologique. Est-ce que tu en connais beaucoup de cabinets de psychologie sur le continent? Peut-être parce qu'on est en train de comparer une fois, peut-être parce que notre référentiel une fois de plus c'est l'Occident. Mais il y a la psychologie, ça existe, la psychologie africaine. Oh non, Valère, je t'ai taclé au début, pardon. Millions d'ingénieurs. Ingénieurs qui aujourd'hui, tu sais, c'est le fer de lance du progrès, en tout cas sur le terrain matériel. Autre C'est bon, c'est décidé, je taclé le prénom de Valère au début, mais si j'ai un fils, je l'appelle Valère, c'est bon. terrain, le terrain psychologique. Est-ce que tu en connais beaucoup de cabinets de psychologie sur le continent? Peut-être parce qu'on est en train de comparer une fois, peut-être parce que notre référentiel une fois de plus c'est l'Occident. Mais il y a la psychologie. Non, Valère, il est solide, hein. Valère, il est solide sur sa chaise, hein. Valère, il est calme, il est posé, il fait pas des blabla pour rien, il pose des questions bien propres, carrées, tout ça, quoi. Ça existe, une psychologie africaine existe. Je ne dis pas que la psychologie africaine n'existe Oui. pas. Là où il y a l'homme, il y a de la psychologie. Oui. Moi, je parle de l'étude de la psychologie de façon, Le logos, j'allais dire, la chirurgicale. psychologie. Lui, c'est le logis qui l'intéresse dans tout. La sociologie, l'écologie, c'est le logos. Lui, c'est logis. S'il n'y a pas logis dans le truc, non. S'il n'y a pas logis, c'est pas bon. D'ailleurs, logobi, il n'y a pas logis dedans. Il y a logobi, il n'y a pas logogie. Donc c'est nul. La danse Luda, elle est nulle. Il n'y a pas logogie. Il n'y a pas logobiji. C'est nul. Herman t'aurait dit c'est nul. De façon précise, avec des diagnostics et avec des pistes de solutions. Dans bon nombre de nos pays, là je parle sous ton contrôle, c'est toi qui es né, qui a grandi au pays, tu connais mieux l'Afrique que moi, je ne vais pas me prévaloir de ce que je ne suis pas. Donc je suis ouvert à toute objection. Oui. Ce que je dis moi, c'est que de ce que j'ai cru comprendre à travers mes lectures, mes échanges, mes expériences, l'individualisme ne s'est pas implanté sur le continent. En tout cas, quand je parle d'individualisme, je ne parle pas de l'égoïsme qui consiste à marcher, à manger son hamburger pendant qu'on voit un SDF et pas lui donner à manger. Ça, c'est l'effet pervers. Je parle d'individualisme positif qui consiste à Je vous disais quoi tout à l'heure? C'est un libéral. Ce gars-là, c'est un libéral. C'est un libertarien, mais même pas un libertarien, c'est un libéral. Nous, encore une fois, on va se baser sur l'Ubuntu. Vous allez comprendre qu'encore une fois, et aussi cette opposition entre communautaire et individualisme, elle n'existe même pas en fait dans les paradigmes. Encore une fois, même le mot paradigme, il peut être problématique, mais voilà, on va dire ça dans les paradigmes africains et tout. Un individu est un individu. On ne considère pas les individus en fait. Les individus existent, même dans les communautés. C'est complètement débile de croire que l'individu n'existe pas et que la communauté. C'est complètement con en fait. C'est complètement con. C'est vraiment une opposition. Ça, pour le coup, c'est vraiment une opposition occidentale. Comme l'opposition nature-culture, que Derrida, je crois, a déconstruite, mais bon, elle avait été déconstruite avant par d'autres que lui. Mais en tout cas, cette opposition entre communautaire et individuel, on souffle fort, encore une fois. C'est une putain de pensée occidentale. Ce gars-là, c'est un penseur occidental. C'est un débile occidental. donner à tout un chacun la possibilité de s'élever par la connaissance ainsi que par la méritocratie. Et ensuite, d'agir. C'est le bingo, méritocratie, progrès, rationalité, vérité, réel. Il a sorti tous les buzzwords, tous les mots. Les bingo, c'est bon, frère, on a gagné le vélo, la cagnotte, le 4x4, je sais pas. C'est bon, le bingo, il est rempli depuis. Les boules sont sorties. Sur le plus grand nombre, toujours par ses réalisations individuelles. D'accord ? Mais ça suppose vraiment l'émergence d'une conscience individuelle. Ouais. Cet individualisme-là est encore embryonnaire, surtout dans l'espace francophone. Et du fait qu'il soit embryonnaire, on attribue très souvent des réussites individuelles à la sorcellerie ou à l'atavisme. Et pas juste la méritocratie, les efforts, la discipline, le talent propre. Et c'est un travers dévastateur, dans la mesure où on ne pourra pas venir à bout du défi majeur que représente le tribalisme. Parce qu'à l'extérieur, oui, Le tribalisme, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Le colonialisme, mais en interne, ce qui tue beaucoup, en tout cas ce qui empêche une émergence, c'est le tribalisme. Diviser pour mieux régner, ça va vite. De l'extérieur, on envoie des fonds à un groupe plutôt qu'à un autre, ça crée des tensions en interne. Bon, et bien ce tribalisme-là, c'est quoi le tribalisme ? C'est une conscience collective qui engloutit la conscience individuelle. Oui. Demain, si on prend l'exemple de nos ministères, on prend l'exemple du Cameroun,
Si entre collègues, ils ne parlaient pas des uns des autres en parlant de Lewondo, du Boulou, du Bamileke, mais uniquement de Paul, Pierre, Charles, qui est diplômé de temps ou temps, à mon sens, Non, excusez-moi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pardon. Il a dit, faut pas parler du Bamileke, nanana, les différentes ethnies, en gros. Il a dit, faut parler de Pierre, Paul, Charles. Pardon, je pense qu'on peut s'arrêter. Vraiment, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Moi, je propose de conclure là-dessus. Si vous voulez, je vais mettre le lien de la vidéo dans le chat, comme ça, si vous voulez aller regarder la suite, je vous invite à aller regarder la suite. Moi, personnellement, c'est bon, il a fait ma soirée. Voilà. Voilà, ce que je disais tout à l'heure sur l'imaginaire, sur les référentiels de ce gars-là, voilà, je ne peux pas résumer autrement que par ce qu'il vient de dire, sa pensée. Merci. Merci à vous, je mets dans le chat. Merci à tous ceux qui sont passés ce soir, ce fut un grand plaisir. Je pense que je vais mettre le react carrément sur la chaîne. On va y arriver, le choc en retour. Je vais mettre la vidéo parce que je pense qu'elle vaut son pesant d'or. Et voilà quoi, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que là, moi j'arrive à court de rationalité. Ma rationalité arrive à son terme. Voilà, je n'ai plus de mots. Le logociteur a gagné. Le logociteur a logocité. Bravo à lui. Ce footaiser logociteur. Merci à vous, passez une bonne soirée, et puis à la prochaine quoi.